Bienvenue à tout le monde. Je suis très contente que tout le monde des participants soit là. C'est toujours le grand trac des organisateurs. Les étudiants seront plus nombreux, j'espère, au fil de la journée. Je vous remercie d'être présentes et fidèles. Il y aura des entrées et sorties, donc j'ai prévenu nos conférenciers qu'on va faire en sorte de ne pas trop interrompre ou de ne pas trop déranger, étant donné que la Fondation Auschwitz va enregistrer toute la journée. Alors, pourquoi cette journée d'études ? Je voudrais démarrer cette exploration et investigation vraiment avec un constat qui m'a préoccupée depuis des années. Enseignant la littérature de la Shoah, j'ai toujours confiné les corpora, je dirais, à la littérature d'adultes. Donc un premier constat dans la recherche académique, c'est qu'on a toujours donné priorité, n'est-ce pas, à la littérature adulte, c'est-à-dire qu'on a exclu, comme si c'était banal, voire même trivial, d'intégrer aussi une réflexion fondée sur donc, les manières d'enseigner la Shoah, de lire sur la Shoah. Donc un premier objectif de cette journée, c'est évidemment de montrer qu'il n'y a pas incompatibilité entre la thématique, la Shoah, d'une part, et ce qu'on peut déjà appeler un genre, mais un genre combien protéiforme, littérature de jeunesse, d'autre part. Donc c'est un premier objectif. J'espère qu'on pourra en fin de journée tirer quelques conclusions, fussent-elles provisoires. Et un deuxième objectif, c'est montrer aussi finalement qu'on est dans cette zone où la lecture, qui est d'abord divertissement, loisir, détente, est bien sûr ici, avec une thématique pareille, évidemment chargée peut-être d'autres modalités et d'autres fins, d'autres finalités. Donc c'est ça aussi qu'on va entendre tout au long de la journée. Dans mon introduction, j'étais partie d'une citation de Bruno Bettelheim, donc lui-même grand spécialiste, n'est-ce pas, des contes, mais on ignore très souvent que son propre père fut interné à Auschwitz en 1939. Et que ce soit des personnes comme Bruno Bettelheim qui se penchent sur ces lectures psychanalytiques aussi des contes me semble vraiment très important à signaler. Donc tous ici dans la salle, on a grandi avec les contes et on a été émerveillés par La Petite Sirène de Hans Andersen ou les contes des frères Grimm. Mais, autre évidence aussi, tous, nous avons été épouvantés par les histoires de Barbe Bleue, les contes fantastiques de Hoffmann, etc. Aujourd'hui, on va donc vraiment aborder un genre littérature de jeunesse. Et vous le voyez tout de suite, jeunesse. Comment définir la jeunesse ? À partir de quelle tranche d'âge on peut parler d'une littérature de jeunesse ? Ça aussi, ce sera une idée que vous allez pouvoir écouter, explorer, analyser à partir de différents titres. À quel moment aussi commencer à enseigner la Shoah ? Et bien sûr, tout le monde connaît ce chef-d'œuvre que moi j'ai trouvé à New York, évidemment, Moss, c'est 1973, énormément traduite, rééditée, etc. Et je me tenterais à dire que c'est quand même de l'Amérique que nous est venue cette vogue, je dirais, de nous pencher aussi sur la BD et sur la littérature de jeunesse autour de la Shoah. Mais je vous parle à Anvers, c'est-à-dire le pays de la BD. Et je salue donc quelqu'un qui ne pouvait pas venir. Il y a Benoît Peters, grand spécialiste de l'art BDiste, qui s'est fait excuser, mais qui est en pensée avec nous. Et d'autre part, il y a aussi Jan Batens, qui est venu à l'université d'Anvers et qui est un éminent spécialiste de ce qu'on appelle graphic novels. Donc, si tout le monde connaît Moss, je pense que c'est dans la foulée de ce succès planétaire que, aussi bien sûr en France, dès les années 80, on a eu vraiment une première grande vague, je dirais, d'auteurs de jeunesse qui se sont penchés sur cette thématique. Et est-ce qu'il faut aussi poser la question qui est autorisé ou légitimé pour en parler ? Là, on va écouter divers points de vue. Je suis moi-même, en tant que, je dirais, spécialiste de littérature africaine, américaine et afro-caribéenne, tout à fait contre cette idée appropriation of voice, c'est-à-dire tout le monde peut parler de ces thèmes, d'abord de ces problématiques,
et aussi ensuite les destiner à un public aussi large et aussi universel, je dirais, que possible. Et j'ai constaté, travaillant sur la diaspora noire, à quel point quelqu'un comme Toni Morrison, prix Nobel de littérature, a commencé par le conte aussi, pour expliquer l'esclavage. Elle a débuté sa carrière d'abord comme éditrice à Random House. Je suis particulièrement heureuse qu'on ait autour de la table aussi des éditeurs, des plasticiens. Et Toni Morrison, sachant combien c'est difficile de rendre compréhensible, de révéler avec dignité, donc elle dit « Proceedings too terrible to relate ». Comment elle choisit le conte de Bluest Eye, par exemple. Mais je parle aussi, ou je pense à Marie Scondé, qui a beaucoup écrit pour enfants, ou encore à Alain Foy, qui fait à la fois littérature, je dirais, juive, diasporique et littérature antillaise. Lorsqu'il va, par exemple, avoir un ouvrage destiné à de très jeunes lecteurs, où la petite Marianne explique la Shoah, d'une part, et l'esclavage de l'autre, ou une pièce de théâtre, non, pas de, le vent n'est pas une prison. Je peux me tromper sur le titre. Mais je ne vais pas être très longue, je voulais juste encore, toujours dans cette initiative que moi j'ai cru dater outre-Atlantique, notamment en Amérique, aux États-Unis, que là, on parle tout le temps de comics et de strips, c'est-à-dire de comics autour de l'Holocauste. J'ai toujours un problème qu'en anglais, on continue de dire Holocauste, alors qu'en France, on parle, grâce à Claude Lanzmann, de Shoah, n'est-ce pas? Alors, comics, bien sûr, les bandes dessinées n'ont rien de comique, tout en sachant que, et on va l'entendre dans plusieurs papiers aujourd'hui, il y a de la place pour l'humour. Il y a quand même de la place pour, on va dire, des contrepoids à ce qui est extrêmement grave et qui se peut rebuter de jeunes lecteurs. Dernier point que je voudrais marquer dans mon intro, est-ce que c'est encore un genre marginal que cette littérature pour jeunesse et cette littérature de jeunesse concernant la Shoah? Évidemment, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, autrement on ne serait pas là. Donc on va vraiment pouvoir marginaliser le genre, puisque des journées comme celle-ci s'y prêtent, et on va essayer de prouver donc cette merveilleuse compatibilité, excusez-moi, entre ces deux sujets. En même temps, les titres, et mes étudiants savent combien je suis une fan des titres et des sous-titres, certains titres, et je ne fais que pointer celui-là, Sauve-toi Ellie, de Elisabeth, avec qui qu'on entendra tout de suite après, combien ce titre est à la fois une injonction, c'est un impératif, et il m'a frappé qu'il soit souvent utilisé. Je pense aussi à Nicole Lapierre, Sauve-toi la vie. Je pense à Boris Cyrulnik qui a aussi Sauve-toi, la vie t'appelle. Donc c'est vraiment des injonctions, et je trouve que c'est important de regarder aussi le choix des titres, des sous-titres de nos créateurs, de nos artistes aujourd'hui. Sans plus tarder, je regarde l'heure. Je pense que je vais pouvoir introduire donc notre première auteure, Elisabeth Brahmy, que j'ai rencontrée à Paris de manière tout à fait originale aussi, on ne va pas... tout à fait. Autour de mes recherches sur André et Simone Schwarzbart, parce qu'elle a connu André Schwarzbart, elle était encore gamine, donc la notion de génération tombe à pic, je dirais, et elle dit oui, il y a déjà une nouvelle génération et encore une génération plus jeune qui s'amène, née à Varsovie en 47 de... 6. 46. Ne me rajeunis pas, pas besoin. De parents juifs polonais, rescapés de la Shoah. Elle est clinicienne, psychoclinicienne, et elle est très très active en tant que vice-présidente de la Maison des Écrivains. Non, je ne le suis plus du tout. Ah, donc ce n'est plus actualisé. Non. Ok, donc je pense que dans vos brochures, vous avez un petit résumé de sa notice bio-bibliographique. Elle a apporté plusieurs de ses ouvrages. Ben oui. Et on va l'écouter, comment est la genèse d'une carrière pareille d'Elisabeth Brahmy, dont le slogan, et je te cite quand même correctement là, il n'y a pas d'âge pour la lecture, donc il y a
pour elle, pas de distinction vraiment entre jeunes, moins jeunes et adultes. Donc, je lui cède volontiers la parole pour sa conférence d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière là? Et un peu d'eau aussi, Non mais l'eau, certainement. mais la lumière. L'eau et la lumière, c'est fondamental. Lumière, peut-être que